Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Échecs et Maths. Je sais qu'il y a assez peu de vidéos sur cette chaîne, mais depuis la naissance de mon fils, c'est difficile de trouver le temps. Donc un grand merci à Paria de sponsoriser cette vidéo. C'est l'occasion pour moi de me dégager du temps, de justifier de passer du temps à jouer au jeu de plateau et également tout simplement de découvrir un super jeu que je vais vous présenter. L'Ordre de Vayel est un dungeon crawler, c'est un jeu d'exploration de donjons asymétrique parce que vous avez des aventuriers contre un maître du donjon qui peut se jouer entre de une personne à 7 personnes, ce qui est assez rare, surtout le fait que vous puissiez y jouer tout seul. Il y a un mode sans maître du donjon, où au lieu de jeter des dés, vous avez des valeurs fixes, donc c'est pas aussi bien, parce que j'ai testé les deux, mais ça fait largement le taf. Nous, il y a une partie que j'ai fait où on était 4 sans maître du donjon, donc 4 aventuriers. On s'est très bien amusé, par contre, c'est plus facile. Bref, je vous mets déjà dans la description le lien vers le site web, où vous allez pouvoir découvrir l'encyclopédie, qui répertorie par exemple tous les héros, leurs stats, mais également des nouveaux héros, des nouveaux boss, des nouvelles créatures. Et vous avez par exemple, alors je vous mets aussi genre la page Facebook et tout, mais il y a l'atelier qui est trop cool. L'atelier, ça vous permet en fait de faire vos propres héros en changeant les stats, en changeant les noms et tout, les compétences. Et vous pouvez après, par exemple, les imprimer et les utiliser dans votre partie pour de vrai, parce que ça, c'est la taille d'une A4, c'est pas fait par hasard. Et du coup, ça, c'est vraiment cool. Mais déjà, de base, je les ai pas comptés, mais il y a genre 16 héros de base, il y a 4 monstres, il y a 4 boss, pardon, il y a... beaucoup de monstres, donc il y a déjà pas mal de choses et il y a surtout une énorme rejouabilité puisque le donjon n'est pas toujours placé exactement de la même façon. Alors dans les boss, vous en avez des très vénères, hein. Genre lui il va jusqu'à 120 points de vie, à titre de comparaison un PJ ça monte jusqu'à 10, donc voilà, après ils sont 4 ou plus. Et aujourd'hui vous savez quoi, j'ai envie d'affronter Talman, l'apprenti de l'ordre, qui est un que je n'ai jamais fait. Donc lui il attaque 2 fois, il ignore le défenseur. Waouh, ça on va revenir sur le défenseur. Je vais vous expliquer brièvement les règles, mais surtout vous donner mon avis. Et vous avez du coup là tous vos héros, on va en prendre quelques-uns au hasard. Mettons qu'on est 2 à jouer, voilà, je vais prendre les 2 premiers. Le briseur de horde qui est... Globalement, c'est un tank, hein, pour ceux qui jouent au RPG ou quoi que ce soit. C'est un défenseur, justement, comme je disais, et c'est le rôle le plus important, parce que en gros, à chaque fois, entre chaque attaque, même, on peut changer et dire, bon, c'est toi le défenseur, c'est toi qui va prendre pour tout le groupe, et du coup, il faut un tank. Et mettons qu'on va mettre, voilà, tiens, vous savez quoi, le pyromancien, ça c'est un rôle que ma femme avait beaucoup apprécié, qu'on va mettre à côté. Donc voilà, on a 2 joueurs qui vont affronter le donjon. Alors, j'ai commencé par prendre des petits cubes pour leur mettre la vitalité et l'endurance qui sont indiqués ici. Et ensuite, j'ai leurs objets qui sont indiqués en bas. Donc lui, par exemple, le briseur de horde commence avec un gourdin, que je vais lui placer ici. C'est une arme à une main, qui va, en gros, ça nécessite 5 de force et 5 de dextérité pour être utilisé, et ça va infliger 4 points de dégâts si ça touche. Il a également une rune de vitalité que je vais mettre là, ce qui veut dire que je peux prendre un petit +1, le mettre dans la colonne de vitalité et du coup lui rajouter 1 de vitalité. Donc ça c'est vraiment appréciable pour quelqu'un qui sera le défenseur. D'ailleurs hop, lui mettre le petit pion défenseur. Et le pyromancien, lui, commence avec une dague, voilà, histoire de pouvoir faire quelques petits dégâts, et une rune de foi niveau 1. Donc pareil, là on va augmenter sa foi juste là. Ça c'est des choses, genre la foi c'est quelque chose qui va être important quand on va jeter les dés, mais ça j'arriverai au moment du combat. Il commence également avec une bombe alchimique et un couteau empoisonné, donc ça qu'ils vont pouvoir utiliser si besoin pendant le combat. Ensuite, il faut créer le donjon, vous allez prendre 3 cartes coffres, 3 cartes monstres, et vous allez du coup les placer. Alors tous les coffres ici, hop, et tous les monstres juste là. Donc ça va être le premier round. À chaque round, ça va changer. Tout est dans les règles du jeu. De toute façon, là, je pense qu'on va surtout faire le premier round. Et voilà, donc ça, c'est votre début de donjon. Les aventuriers vont ensuite choisir quelle aile ils souhaitent choisir. En parallèle de ça, le maître du donjon a pris une carte événement. Alors, j'ai pris la grande traîtresse finalement pour vous montrer. Elle est plus simple, l'autre a des particularités. Du coup, attaque mentale, qui est la première carte événement que je vais garder. En fait, un événement, c'est des trucs que le maître du donjon peut vous placer juste comme ça, à n'importe quel moment, en se disant là, ils sont un petit peu trop bien, ou j'ai pas envie qu'ils fassent ça, boum. Là, par exemple, une fois, je l'avais mis où les aventuriers prenaient vraiment la confiance, et je leur ai mis une attaque de la horde qui leur a rajouté plein de mobs dans le combat qu'ils étaient en train de faire. Ils ont pas mal déchanté, donc là, par exemple, chez attaque mentale, le maître du donjon force le joueur de son choix à attaquer un autre joueur.
Ça peut être vraiment cool. Et vous avez, donc ça c'est première chose, événement, et chaque boss a également une salle particulière qui sera posée à un moment de l'aventure. Parce que la façon dont ça se passe, vous remarquez que pour l'instant, le donjon est très court. Il n'y a que 2 cartes par aile. À terme, vous voyez qu'il y a plus de place. Il y aura jusqu'à 5 cartes par aile. Parce que, du coup, ça va se passer en 5 rentrées dans le donjon maximum. Au bout de la 5e, et à chaque fois, ça devient un petit peu plus long, ça devient un petit peu plus complexe aussi, parce qu'on va mélanger les cartes. Au bout de la 5e, on est obligé d'affronter le boss, mais on peut le faire avant aussi. Moi, il y a une partie où, à la 4e, on est arrivé jusqu'au bout du donjon, à la 4e, on a fait, bah vas-y, on affronte le boss. Au bout de la 5e, vous êtes obligé d'affronter le boss, et si vous perdez, bah c'est perdu. Après, de manière générale, si vous affrontez le boss, c'est perdu, que ce soit à la première ou à la 5e sortie. Ne le faites pas la première, vous allez gagner des niveaux au fur et à mesure. Tout est en place, les PJ ont ce qu'il faut, on va prendre leur petit token et dire « Oh, on va commencer par l'aile centrale ». Sachant que si jamais en cours de route vous changez d'aile, le maître du donjon va pouvoir prendre des cartes événements en plus qui vont pas forcément vous faire très plaisir. Donc, il choisit d'aller dans l'aile centrale, boum, on retourne, oh, quelle surprise, c'est un monstre. Pour l'instant, ce n'est pas une surprise, par la suite, ça pourrait être mélangé. Attention. Un joueur va prendre un dé, le lancer 2. Alors, il se trouve que de toute façon, on ne peut pas dépasser le nombre de joueurs comme monstre en face. Donc là, j'ai lancé un dé, j'ai eu 2, ce qui veut dire que je vais avoir 2 monstres en face. Vu que je n'ai que 2 joueurs, si j'avais lancé un 6, j'aurais quand même eu que 2 monstres en face. Après, de manière générale, c'est pas plus mal d'en avoir pas mal, parce que ça fait beaucoup d'XP. J'ai 2 monstres qui arrivent, alors bon, je vais en prendre deux différents. J'ai une statue animée et une âme errante. Je vais mettre la statue animée en premier parce que c'est de la défense, puis l'âme errante. Tout comme je vous ai dit que en termes de joueurs, vous aviez le défenseur qui allait prendre tous les dégâts, ici c'est toujours de gauche à droite pour le maître du donjon, donc de droite à gauche de votre point de vue là. Donc à moins qu'ils puissent attaquer à distance, ce qui pour l'instant n'est le cas ni de l'un ni de l'autre, ils sont obligés d'attaquer la statue animée, puis seulement pour attaquer l'âme errante, donc autant mettre celui qui a beaucoup de défense ici. C'est à eux de commencer. On va dire que par exemple, le briseur de horde va commencer, donc lui il va prendre un petit D20 et dire bon bah j'attaque la statue animée avec mon gourdin. Au niveau 1, on n'a pas le choix. Ouais. À plus haut niveau, on va avoir d'autres choix, déjà on va avoir d'autres armes, mais surtout on va débloquer des capacités au niveau 3 et au niveau 5. Donc là, je lance un dé, j'ai fait 5. 5 c'est pas mal. Je fais 5 plus, là c'est une arme qui utilise ma force, donc plus ma force, 7, ça fait 12. Et la statue animée, donc le maître du donjon va également lancer un dé, sachant que j'ai 8 de défense. Donc de base, je commence avec 8, j'ai fait 10, donc ça fait 18. Donc 12 contre 18, l'attaque ne passe pas, il se passe rien. Et, ah mince, bon, j'ai rien fait de mon tour. Le pyromancien dit d'accord, mais moi je vais attaquer avec ma dague. Je lance et je fais 2. Bon, je lance et je fais 14, voilà. 14 plus 4 en dextérité, parce que c'est une dague qui utilise la dextérité. Et la statue animée fait 4 plus 8, 12. Ah, l'attaque passe. La dague fait ses 2 points de dégâts. Ce qui veut dire que la statue animée qui avait... Ah mince. La statue animée, comme vous pouvez le voir, a 6 points de vie, mais également 2 points de défense. Donc là, je viens juste de lui faire 2 points de dégâts, et elle absorbe malheureusement tout. Ça va être un combat un petit peu compliqué, en vrai, la vache. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Au pire, je peux toujours faire quelque chose comme le couteau empoisonné, qui permet d'infliger 4 points de dégâts pendant 3 tours. Et maintenant que ce premier tour, qui n'était pas franchement un succès, c'est terminé. Alors c'est assez bizarre là, parce que le pyromancien ne sert globalement à rien sur ce premier tour, parce que tant qu'il n'a pas une arme qui utilise de la foi, ou de l'intelligence, il sert pas à grand chose, parce que là, en dextérité, il a 4, alors qu'en foi, il a 7, donc il aura un bien meilleur bonus s'il faisait s'il utilisait ça, mais bon, ce n'est pas son objet de départ, donc on verra après, ils auront bien plus d'objets par la suite, ne vous inquiétez pas. Du coup, maintenant, par contre, c'est au MJ de jouer. Donc lui, il va dire, bon, bah la statue animée va attaquer... de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé d'attaquer le briseur de horde parce que c'est lui le défenseur. Donc, hop, 18, oh la vache. C'est comme quand moi je suis MJ, je fais des jets de malade. Donc 8 plus 3 d'attaque, donc là j'ai, dans 18, j'ai 21. Le défenseur va tenter de se défendre, et 17 plus sa défense qui est de 4, 21. Égalité parfaite, donc on relance. Mettons que la statue animée passe, elle va infliger 4 points de dégâts. Actuellement, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune réduction de dégâts, donc le briseur de horde va réellement prendre ses 4 de dégâts.
Donc là, ça commence déjà à être un petit peu compliqué pour les aventuriers. L'âme errante va ensuite également attaquer, elle inflige 6 points de dégâts, donc waouh! C'est comme dans un Donjons et Dragons, à bas niveau, on fait très mal, mais on est également en carton, donc voilà, faut un petit peu se méfier. Avance rapide, mettons que le combat s'est bien terminé, mettons même que, tiens, le pyromancien est mort, aucune importance tant que le groupe entier n'est pas wipe, sachant qu'on peut fuir si besoin. Les deux ont été tués, ce qui veut dire qu'on va récolter des cristaux, on va récolter 2 cristaux par monstre tué, on lance un dé également, un dé par ennemi, et si c'est pair, les deux sont pairs, on tire 2 cartes du forgeron. Parce que oui, l'intérêt de ces 5 runs en arrivant jusqu'au boss, c'est de gagner de l'argent pour acheter des objets, c'est d'avoir des objets en plus, c'est de gagner des niveaux. Là par exemple, bon j'ai... Ah, c'est sérieux? Bon attendez, ça va pas du tout. J'ai eu 2 dagues, j'ai déjà des dagues. J'ai une rune d'intelligence et une épée bâtarde. Alors, l'épée bâtarde utilise 2 mains, et ça me demande de la force et de la dextérité. 6 et 6... Oh, bah vous savez quoi? Le briseur de horde va prendre cette épée bâtarde, au moins temporairement, parce que lui, vu que c'est le défenseur, ce serait bien qu'il ait un bouclier à terme. Pour l'instant, je n'ai pas de bouclier, donc autant prendre cette arme qui fait 1 point de dégâts supplémentaire. Et sinon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Une rune d'intelligence? Non, pas très intéressant. Lui, il a une rune de foi, ce qui m'intéresse... non. Bah, le reste, je vais le mettre dans un coin. Hop, voilà, ça c'est ma réserve. Je peux soit les équiper plus tard, soit les revendre à la fin. Donc voilà. Hop, le premier monstre, enfin la première case est battue, donc maintenant j'ai 2 choix. Soit je change d'aile, pourquoi pas, pour XP si là je vois que je suis bien, en l'occurrence là j'ai déjà perdu un mec, donc je vais pas le faire, et surtout que ça va donner une carte événement au maître du donjon, donc ça va pas le... Je vais avancer, récupérer un d'endurance si je l'ai dépensé, c'est pas le cas parce que pour l'instant je peux pas encore utiliser mes capacités, il faut que j'attende le niveau 3 et 5. Et là, hop, quelle surprise, un coffre. Donc... Comme je vous disais, premier run, tout est prédéterminé. Après, il y a ce qu'on appelle la corruption et les cartes vont être échangées. Donc, on peut ouvrir le coffre pour 3 cristaux et ça nous donne 2 cartes chez le forgeron. Ça vaut globalement le coup. Là, j'ai une lame enflammée, 9 de force, ce que je n'ai pas, et armure en cuir, réduit de 1 les dégâts subis, défense plus 2. Excellent. L'armure en cuir, je vais très clairement la poser sur mon briseur de horde, ce qui veut dire que réduit de 1 les points de dégâts subis, donc je peux prendre un petit pion 1 et le mettre dans hop, la réduction de dégâts, et défense plus 2, là je prends, hop, ouais, ça, défense plus 2. Donc lui il a 6 de défense, ce qui veut dire que la prochaine fois qu'il se fait attaquer, au lieu d'avoir plus 4 à son jet, il aura plus 6. Donc excellent, armure de cuir, ça c'est fait. Armure enflammée, elle est super cool, inflige 7 de dégâts, une arme à une main, par contre il faut 9 de force, ça je ne peux pas encore le faire, mais je pourrais le faire si je voulais, parce que on a fini notre run, on revient à la zone de repos. Première chose qu'on fait, c'est on tire 5 cartes du forgeron. Là, on les regarde, en l'occurrence, j'ai endurance, moins 8 points de dégâts, wow, à distance en plus. Ça utilise de l'intelligence, et il faut combien? 11 d'intelligence, ouais, non, je n'ai aucun personnage qui pourra l'utiliser dans ce run. Tome des arcanes, tome des arcanes, ça utilise, non, c'est une intelligence à nouveau, c'est combien? 9, non, je peux pas pouvoir l'utiliser. Tome de Veyel, intelligence 11, ouais, bon, bah j'ai que des objets que je peux pas utiliser, c'est pas grave. Ce que j'ai envie de faire, il me reste un cristal. Je vais commencer à donner les niveaux. Pour passer du niveau 1 au niveau 2, il faut utiliser un cristal, du niveau 2 au niveau 3, il en faut 2, etc., etc. Le pyromancien, il pourrait faire la boule de feu, mais je pense que ça m'intéresse. Oui, si, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce qu'en fait, je pourrais donner 2 niveaux au briseur de horde en vendant des objets, ce qui lui permettrait d'utiliser sa lame enflammée. Ça infligerait 7 points de dégâts, mais j'en ai une qui inflige 5. Alors que lui, globalement, il a juste sa dague, que j'ai perdue, qui ne sert globalement à rien. Donc, je vais plutôt, je pense, déjà lui donner un niveau. Donc là, je remplace le niveau 1 par un niveau 2. Son gourdin à lui, je pense qu'il va jamais le réutiliser, la rune d'intelligence non plus. Donc je peux revendre des objets au forgeron, toujours pour 1, quelle que soit la valeur. Là il se trouve que ça vaut 1, mais il y en a qui valent 5, bah, si je veux le revendre au forgeron, ça sera forcément 1. Donc je lui revends 2 objets pour 2 cristaux. Les 2 cristaux, je les utilise tout de suite pour le faire passer niveau 3. Pourquoi? Parce que ça me débloque sa capacité. Niveau 3, ça coûte 2 d'endurance, donc attention, on ne peut pas le faire de façon illimitée, au prix d'un jet fois plus intelligence supérieure ou égale à 19, c'est-à-dire que là, je dois lancer les dés et faire 19 ou plus, sachant que j'ai déjà plus 12. Ça va, faut que je fasse 7 au dé. Le pyromancien inflige 5 points de dégâts à un ennemi.
L'ennemi touché s'embrase, infligeant 2 points de dégâts pendant 3 tours. La brûlure n'est pas cumulable. C'est génial. Ça fait vraiment des gros dégâts. Donc ça fait plaisir dès que j'aurai un gros. Et l'autre chose que vous pouvez remarquer, c'est que je peux le faire à distance, donc je ne suis pas obligé d'attaquer le premier mob qui est sur la droite au niveau du joueur. Et également, ça ignore l'armure et la réduction de dégâts. Vraiment excellent. Si j'ai un monstre qui a 2 d'armure, comme j'avais dans lui, ouais c'est ça, 2 d'armure, aucun souci, je les ignore. Donc lui en fait, il meurt direct par exemple, avec la boule de feu. Donc ça fait vraiment plaisir. Un nouveau tour, tous les objets qui n'ont pas été achetés sont défaussés. Et là, le MJ peut mélanger autant de cartes que de joueurs. Donc là, il se trouve qu'il y a 2 cartes de joueurs. Je peux les mélanger, tout, décider. Je me dis, moi là, j'aime bien la technique de je mets le coffre en premier parce que du coup, ils n'auront pas de cristaux pour l'ouvrir. Et ensuite, je mets le monstre. C'est un peu fourbe, mais ça marche. Et maintenant, le donjon s'agrandit. J'ai ici des lianes corrompues, un monstre puissant, une salle piégée. Donc là, c'est un peu plus vénère, ça va rapporter de l'XP et des choses, mais voilà. Je vais mettre, voyons voir, le monstre puissant, je vais le mettre ici. La salle piégée, je vais la mettre là. Et les lianes corrompues là. Et maintenant, on recommence. Les joueurs vont dire, par exemple, cette fois-ci, on va tenter l'aile ouest. Et on va retourner les cartes au fur et à mesure. Ils vont affronter chaque salle, les retourner. Là, par exemple, liane corrompue, il n'y a pas que des combats. Là, c'est 2 joueurs payent 2 points d'endurance, puis effectuent un jet de force cumulé à 35. S'ils échouent, la porte reste bloquée. Ils doivent changer d'aile en avançant. Le maître du donjon pioche une carte événement. Par contre, il trouve 3 cristaux. Donc ça, c'est vraiment cool pour juste les bloquer. Après, là, en plus, 35 de force. Là, pour l'instant, j'ai 3 et 7. Donc j'ai plus 10. Donc à 2, il faut qu'il fasse 25. Simulons s'il lance 2 dés. 21. Vous voyez, typiquement, 20 et 1, la vache. Voilà, donc c'est raté, ils ne peuvent pas continuer. Donc même s'ils sont arrivés jusque-là, il faut qu'ils recommencent une aile complète. Ce qui est un peu fastidieux et un peu compliqué pour eux. Ils doivent faire ça au maximum 5 fois et ensuite ils arrivent contre le boss. Vous avez ici la grande prêtresse qui a 80 points de vie et qui va attaquer une fois par tour. Par contre, elle a plus 7 à ses attaques, 6 de dégâts, plus 6 à sa défense et 2 de réduction de dégâts. Et elle a des capacités. Donc là, on a chaque tour, en plus de son attaque de base, si elle n'étreint pas déjà un joueur, la grande prêtresse tente d'étreindre le défenseur. Du coup, elle doit lancer un jet. Si le joueur est étreint, il se passe quelque chose pour se libérer. Elle a également tous les 2 tours la confusion. Elle tente une attaque mentale sur un joueur. Voilà. Donc le boss a des capacités très spéciales. Il y en a un qui au début du combat ramène des potes. Donc voilà, ça complique un petit peu les choses. Ou non, ça c'est un monstre puissant, je crois. Parce que oui, d'ailleurs, on a également, par exemple, le chevalier noir, l'araignée géante, on a la liche, voilà, la liche, elle est horrible, inflige 3 points de dégâts et ignore le défenseur. Au début du combat, ajoute autant de monstres que de joueurs, il ne donne aucun butin. Voilà. C'est un jeu difficile, mais du coup, c'est d'autant plus satisfaisant quand on gagne. Et encore une fois, ça a ce côté asymétrique parce que vous avez un maître du donjon qui, moi en tout cas, dans des parties de Donjons et Dragons, je dis toujours que mon but, c'est de perdre de peu. C'est-à-dire de presque gagner, mais les joueurs gagnent. Parce que évidemment, on a envie que l'histoire continue, on a envie que les joueurs gagnent. Ici, j'essaye de gagner parce que je trouve qu'on s'amuse quand même s'ils ratent. Après, ça m'arrive que si je fais trop de 18 de suite, vous avez vu que j'ai de la chance en tant que MJ quand je lance les dés, de temps en temps je dis « Ah ben non, 3, tu as réussi ton attaque !» Voilà, bon, le but c'est de s'amuser, pas d'écraser l'autre, mais le côté asymétrique, moi j'adore ça dans les jeux, et je trouve que ici ça marche vachement bien, surtout le fait qu'on soit à plusieurs contre 1, et pas juste... Moi, il y a beaucoup de jeux asymétriques que j'ai fait où simplement on était tous les uns contre les autres, mais on avait quelques trucs légèrement différents, ou alors on était que à 2 et on a des gameplays complètement différents. C'est rare d'avoir des jeux où on est vraiment un et ensuite tous les autres. Ça marche plutôt bien. Si jamais vous voulez jouer sans maître du donjon, c'est possible. Au lieu d'avoir un maître du donjon qui va lancer un dé, la difficulté va changer à chaque run. Au premier, c'est comme s'il lançait tout le temps 5 au dé, donc c'est 5 plus son bonus. Ensuite 7 pour le deuxième run, 9, 11, 13, voilà. Il y a donc un intérêt à rusher le boss, parce que plus on attend, plus ça va être difficile. Alors que quand c'est juste contre un humain, autant prendre son temps, autant faire les 5 runs pour accumuler le plus d'XP, le plus d'objets possible,
Il y a un truc que je me rends compte qui n'était pas très clair quand je vous disais que lui c'était intéressant de le faire gagner un niveau pour qu'il puisse prendre son arme, c'est qu'à chaque fois que vous gagnez un niveau, d'ailleurs je me rends compte que je ne l'ai pas fait, vous allez augmenter un petit peu les stats ici. Donc en bas, pour les défenses et la réduction de dégâts, c'est l'armure et le bouclier qui vont changer ça. En haut, vous avez la rune qui est ici qui va changer une seule chose, parce que vous pouvez avoir qu'une seule rune, et ensuite vous avez le niveau. Donc vous commencez au niveau 1, vous arrivez au niveau 5, donc vous allez avoir 4 points que vous pouvez mettre au fur et à mesure. Lui par exemple, si je veux qu'il ait la lame enflammée, il lui faut 9 de force, donc pour lui c'est très intéressant de mettre 2 niveaux, 2 plus en force ici, pour qu'il passe à 9. Nickel. Lui, je sais pas trop ce qu'il utilise lui en termes d'objets. Il a 6 d'intelligence, 6 de foi. Je peux me dire par exemple, vous savez quoi, je vais mettre 1 en intelligence et 1 en foi pour maximiser un petit peu, et puis à espérer que j'aurai un objet, je sais pas, j'aurai il y a des livres par exemple qui permettent de lancer des sorts à distance, ce genre de choses là. Donc je peux me dire, si j'ai un livre qui demande de la foi, là par exemple j'ai 6 de base, mais là je suis à 8 parce que j'ai 1 grâce à mon niveau, 1 grâce à la rune. Donc voilà, c'est un système, les règles sont assez complexes. Le manuel n'est pas parfait, je vous conseille de le lire plusieurs fois, peut-être même de regarder, il y a des vidéos comme celle-ci, mais des vidéos qui durent beaucoup plus longtemps pour vraiment expliquer les règles, et ouais, ça permet de mieux s'y retrouver. L'alchimiste, c'est un peu comme le forgeron, mais vous avez qu'une seule carte que vous pouvez acheter à chaque fois, et c'est inconsommable, c'est pas genre une armure ou quoi, c'est une bombe à fragmentation par exemple, qui coûte 2, vous allez l'utiliser une fois, ça fait des dégâts de monstre, mais par contre après, à plus. Vous avez là, pierre de résurrection, ramène à la vie, potion de vitalité, rend 3 points de vie. Voilà, vous commencez à connaître un petit peu le principe. Et sinon, on a fait le tour. La seule chose que je vous ai pas montré, c'est par exemple les cartes événements. Si j'en ai une au hasard, mutisme, le maître du donjon empêche un joueur d'utiliser une capacité pendant 2 tours. Ça c'est énorme, il y a une fois je l'ai fait contre le guérisseur, donc il n'a pas pu guérir ses alliés pendant 2 tours. C'était un petit peu vénère. Et puis sinon, on a plein de salles différentes, on a plein de mobs différents. Qui ont des rôles différents. Donc par exemple on a force de frappe, on a le spécial, c'est que il ignore la réduction de dégâts, on a un défenseur, voilà. On en a certains qui ont des rôles très différents, donc par exemple le défenseur, c'est toujours intéressant pour moi de le mettre en premier pour protéger les autres. Sinon, si je mets c'est comme si dans Donjons et Dragons, vous mettiez votre mage en première ligne, il va se faire éclater en 2 secondes, et derrière, t'as le tank qui, lui, fait moins de dégâts, mais aurait pu encaisser tous ses coups. Voilà, le jeu est vraiment fun, j'ai fait pas mal de parties, et régulièrement, je continue de dire à ma femme « ce soir, ton frère, il veut pas venir, on se ferait pas une autre partie de Lord of the Vale ?» C'est vraiment cool, c'est une alternative à du gros JDR qui est plus compliqué à organiser. Là, on n'a pas besoin de 4 heures, on n'a pas besoin de 5 joueurs, ou 4 joueurs qui connaissent vraiment bien le truc. On peut arriver en un quart d'heure, allez, on a expliqué les règles, surtout si y a une personne qui connaît très très bien les règles, et après ça se fait progressivement, donc il y a de plus en plus de difficultés, mais ça va, ça se fait au fur et à mesure. Donc ouais, joli jeu, très très bon gameplay, je vous le recommande vivement. En plus, si vous le prenez d'ici Noël, vous aurez le Pyromancien de Noël offert, donc je vous encourage vivement à cliquer sur le lien en description, à découvrir ce jeu sur le site de Paria, à pourquoi pas aller dans l'atelier, à créer vos propres héros, vos propres boss, vos propres monstres, vos propres objets, et n'hésitez pas d'ailleurs à m'en partager, pourquoi pas, j'aimerais bien les rajouter dans mes aventures. Vous avez également du coup le chapitre 2 qui est déjà prêt, pas encore édité, il devrait arriver en début d'année prochaine, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, qui ajoute donc un plateau, donc vous allez pouvoir vous déplacer comme dans du jeu de rôle, et qui ajoute également une histoire, type histoire dont vous êtes le héros, vous avez des décisions à prendre et vous allez suivre, passer de page en page, qui est un modèle que moi j'aime toujours beaucoup. Donc potentiellement, Lord of the Vale chapitre 2, c'est quelque chose qui pourrait également beaucoup m'intéresser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.